D'ailleurs, en passant, on va être très sérieux. Désolé pour les fans du Real, je pense que je ne vous porte pas la chance. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça fait 2 fois que je viens voir des classicos, ça fait 2 fois que le Barça, il gagne. Franchement, c'est pas sérieux. Salam, salam la famille Outsider, en direct du Camp Nou, je dis bien, je viens d'assister à un classico quand même mémorable. Franchement, deuxième classico trop mémorable. Voilà. Maintenant, on peut dire salam, salam Outsider, le débrief il commence maintenant. Le Barça de Xavi l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Real Madrid dans le Classico et le Barça prend 12 points d'avance à 12 journées de la fin. Ce dimanche 19 mars, c'était la fête des pères, je dis bien en Espagne. Je suis désolé, franchement, le Barça a montré au Real que quand même c'est eux les padres. 5 Classicos, je dis bien, 5 victoires en Classico lors des 6 derniers Classicos, à mon humble avis, c'est trop. C'est beaucoup trop. Le Barça est en train de traumatiser le Real et c'est bizarre. J'ai envie de dire que si il y avait eu la musique de la Ligue des Champions, s'il y avait eu la musique de la Ligue des Champions en début de rencontre, peut-être que le Real se serait transcendé. Si Thibaut Courtois n'avait pas fait ces arrêts-là sur les frappes du Barça en début de rencontre, peut-être que le Real aurait gagné. Vous-même, vous savez, en Champions League, on ne marque jamais avant le Real parce que sinon, tu risques de perdre le match. Donc du coup, tu as une équipe du Real qui, aujourd'hui, je pense, on a eu l'occasion de voir leurs lacunes. Tu as un Karim Benzema qui n'est pas forcément au top de sa forme, mais qui ne fait pas une mauvaise saison non plus. Il est sur le terrain aujourd'hui, il dézone énormément comme d'habitude, il essaie de jouer avec ses coéquipiers, il perd peut-être 1, 2 ballons et tout, mais tu n'as pas le danger de Karim Benzema. D'ailleurs même, il y a une occasion, si je ne me trompe pas, vous allez me le dire, vous qui avez vu le match et les ralentis, il y a une occasion où il y a un ballon, je pense c'est Koundé qui doit contrôler le ballon, il rate son contrôle. Quand Benzema reçoit le ballon, dans ma tête, je me dis c'est mort, c'est but. Et si je ne me trompe pas, il écrase sa frappe. Donc du coup, au niveau du Real, si tu regardes bien, dans la construction du jeu en tant que tel, tu te rends compte qu'il y a à plusieurs paliers, il y a des problèmes. Le premier, il est défensif. Nacho est un problème. Carvajal est un problème. C'est paradoxal parce que Nacho en Ligue des Champions, il a bouffé Mohamed Salah. Il a été excellent, je dis bien. Carvajal, il n'y a rien à dire. Ça fait des années qu'il est là et ça fait des années quand même qu'il est très débrouillard et qu'il a fait quand même des grands matchs. Cependant, aujourd'hui, tu te rends compte que le Real a besoin de vrais latéraux. Ils ont besoin des vrais latéraux. Apparemment, les Reece James, tout ça, ils ont besoin de vrais gars. Des gars qui vont être sur le côté, qui vont déborder, qui vont centrer. Si tu regardes au niveau du Barça, tu vois que Araujo, il pousse. Tu vois que Baldé, il pousse. Mais d'un autre côté, Carvajal, en fin de match, quand Ancelotti fait des changements que nous-mêmes on ne comprend pas, j'ai l'impression que Carvajal est laissé à lui tout seul sur le côté droit. D'un autre côté, Nacho, à un moment donné, il a fait un débordement, il a réussi à dribbler, je dis bien Rafinha, c'était quand même drôle pour essayer de créer le danger. Mais sinon, mis à part ça, tu as un Nacho qui est peu dangereux offensivement. Donc tu as une équipe qui, derrière, défensivement, peut tenir, il n'y a pas de problème. Rudiger, Militao et tout. Mais déjà là, il y a un problème déjà. Franchement, au niveau des latéraux, il y a un problème. Tu arrives au milieu de terrain, tu regardes, tu te dis Kamavinga est devant la défense. À mon humble avis, il fait un bon match. Il n'y a aucun problème. Il se gère. Pour l'âge qu'il a, le boy est en train de nous donner de bonnes performances. Modric avait ce rôle-là d'être au pressing sur Sergio Busquets. Aujourd'hui, à mon humble avis, Modric, 45 ans, 175 ans, fils de Dumbledore, je dis bien, le sorcier ultime. Il est là. Il a essayé de gêner Busquets, mais au-delà de cela, dans la construction de jeu offensif du Real, il a été très pertinent. Mon problème, c'est Toni Kroos. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. C'est problématique. J'arrête pas de le dire. Toni, tu veux faire quoi? Tu veux jouer au football ou pas? C'est une question qu'on doit quand même se poser. Parce que tu as un Toni Kroos qui est sur le terrain aujourd'hui. Peut-être qu'il va rester la saison prochaine. Peut-être qu'il va continuer à jouer au football. Peut-être qu'il va arrêter sa carrière. Cependant, en termes de volume de jeu, je trouve qu'il a été faible. Mais même au-delà de cela, en termes de construction, c'est-à-dire que ce n'est pas simple en fait qu'il fait Toni Kroos. Il casse pas de ligne. J'ai pas trouvé, en tout cas, au stade rapidement comme ça, parce que tu n'as pas les ralentis, je ne trouve pas un Toni Kroos vraiment dangereux. Et ça a quand même été dommage. Donc du coup, défensivement, tu as quelques lacunes. Au milieu de terrain, tu as quelques lacunes. Offensivement, tu as un Karim Benzema qui n'est pas le Karim Benzema le plus dangereux, je dis bien qu'on ait connu. Tu as un Valverde qui est sur le côté, qui essaie de se débrouiller sans aucun problème. Donc tu te rends compte finalement qu'au Real, le danger ne vient que d'un seul côté, le côté gauche. Il y a un problème. Il y a un problème, franchement. Il n'y a que Vinicius qui est sur le côté et qui tente. Il court, il tente. Il court, il tente. Et bizarrement, tout le jeu tangue toujours sur Vinicius. Vinicius, c'est comme un aimant. Même pas un aimant à ballon, mais un aimant, je dis bien, à coéquipier. Tous ses coéquipiers viennent vers lui pour jouer avec lui. Jusqu'à Ancelotti a fait un changement, j'ai pas compris. Il a mis Rodrigo sur le côté gauche. Pourquoi? Pourquoi? Je suis resté pendant 5 minutes dans le stade à réfléchir à l'affaire. J'ai dit, attends, j'ai dit, Carlo, il fait des changements, il sort Toni Kroos, il sort Nacho, il fait rentrer Ferland Mendy, ok, mais après, Rodrigo, il rentre, je vous jure, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, Rodrigo, dès qu'il rentre, il va parler à Modric pour expliquer la situation à Modric. Modric se retourne vers son banc, il fait ça.
Peut-être que les caméras espagnoles vont nous le montrer durant les prochains jours, je dis bien, sur les réseaux. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, taguez-moi. Parce que Modric ne comprend pas. Il regarde son coach en mode genre, qu'est-ce que je fais? Genre, je comprends pas. Même Benzema, la première chose qu'il dit, je dis bien à Rodrigo, c'est va sur le côté droit. Mais Rodrigo lui dit non, le coach m'a dit d'aller sur le côté gauche. Donc, j'ai pas compris. On dirait qu'ils ont essayé de créer un surnombre là-bas. Alors que ce côté-là était un côté quand même qui avait été, à mon humble avis, mis à part le but contre son camp de Araujo, avait été un côté quand même plus ou moins géré de la part de Koundé et de Araujo. Il est allé créer un surnombre là-bas et à mon humble avis, ça n'a absolument rien amené. Au contraire, ça l'a peut-être tué parce que derrière, ils prennent un but de l'autre côté. Même si Asensio est rentré, même si Asensio, je pense quand même que s'il marque, le scénario est autre et peut-être même que le débrief est autre. Cependant, si tu regardes bien, Marco Asensio marque son but, c'est hors-jeu d'un chouïa. Nous, on n'a pas eu l'occasion de revoir les images, mais quand je revois les images après le match, je vois que c'est vraiment hors-jeu d'un chouïa. On peut dire que c'est un manque de chance. Asensio marque ce but-là, à ce moment-là, je me dis Carlo Ancelotti va nous dire que c'est un coaching gagnant, alors que personne n'a rien compris. Peut-être vous avez compris, moi j'ai pas compris. Nacho passe son temps à essayer de pousser, Valverde revient, je dis bien, dans l'axe, donc il y a tellement d'incohérences dans le jeu du Real en fin de match que finalement je ne suis même pas surpris qu'ils encaissent ce but-là sur le côté de Carvajal, qu'il y ait deux occasions, je dis bien, sur le côté de Carvajal en fin de match, ou même trois, dont une avec Ansu Fati. Ça veut dire que les actions se sont accumulées après sur ce côté-là de Carvajal à cause d'un chamboulement tactique que personnellement je n'ai pas compris. Mais comme je dis, à un moment donné, un match de football, ça peut aller du tic au tac. Si Marco Asensio n'est pas hors jeu et si Marco Asensio claque ce but-là, peut-être qu'on crie, je dis bien, au génie de Carlo Ancelotti. Cependant, moi, aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas compris. Donc, du coup, tu as un Real qui a plusieurs lacunes, à mon humble avis, à plusieurs paliers. Mais ces lacunes-là, bizarrement, et c'est paradoxal, dès qu'on arrive en Ligue des Champions, elles s'effacent. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en Champions League face à Chelsea. On va peut-être voir des masterclass de Toni Kroos, des masterclass de Nacho sûrement, des masterclass, je dis bien, de Carvajal, parce qu'on sait qu'ils sont dangereux. Et comme je dis, dès que l'hymne de la Champions League retentit, ils deviennent des joueurs sensationnels. Mais là, aujourd'hui, à mon humble avis, ils ont été un tout petit peu décevants. Pourtant, encore une fois, c'est le Real. C'est le Real, c'est le Real. Dans un temps fort du Barça, ils ont réussi à claquer un but. Vinicius, incroyable. Franchement, Araujo, tout ça. Dans un temps fort du Barça, Thibaut Courtois leur donne deux arrêts, je dis bien, qui leur donnent des espoirs. C'est le Real. Ils ont cette force-là, je dis bien, mentale et collective. Mais comme je dis, faites des pairs, ils ont trouvé leur père. C'est le Barça. 5 victoires de Classico lors des 6 derniers Classicos. Franchement, à mon humble avis, je répète encore une fois, c'est trop. Très bon match de la part de Rafinha, je l'ai trouvé très actif. De la même manière que tu as Vinicius qui est sur le côté gauche et qui crée tout le jeu au niveau du Real, que Vinicius attire, je dis bien, tout le jeu. C'est de cette même manière-là que Rafinha, aujourd'hui, il a été quand même dangereux sur le côté droit. Maintenant, Rafinha, par rapport à d'autres ailiers, par rapport à Ousmane Dembélé, par rapport à tous les autres ailiers, je dis bien, je trouve que c'est un boy qui a quand même une toute petite lacune en termes de dribble. Rafinha doit être plus méchant en termes de dribble. Je sais pas, il est brésilien, il s'appelle Rafinha. Moi, je m'attends à ce que franchement, quand ils prennent le ballon, ils te fassent mordre la poussière. Vinicius, quand il prend le ballon, tu sens qu'Araujo dans sa tête, il se dit, le petit là, il va me fatiguer. Et effectivement, parce que Vinicius est fatigant, Vinicius est chiant. Cependant, Rafinha, il est sur le terrain. Aujourd'hui, il fait un bon match, il n'y a aucun problème. C'est le boy le plus dangereux. C'est le boy, je dis bien, qui crée le plus. C'est lui qui centre, qui frappe, qui tente. Le but même de Sergio Roberto vient d'une action de Rafinha. Donc, il n'y a aucun problème sur ça. Franchement, il est à féliciter. Dans une saison où Ferran Torres ne se gère pas, Ansu Fati ne se gère pas et Ousmane Dembélé est blessé en ce moment, je trouve que Rafinha est en train de très bien porter le flambeau. En termes de statistiques, il n'y a rien à dire. Sa saison est plus que correcte pour une première saison. Donc j'ai hâte de voir l'année prochaine. L'année prochaine, je vais être très dur avec Rafinha. Je m'attendrai, je dis bien, à beaucoup plus d'amélioration. C'est pas juste qu'il est sur le terrain, il crée, il tente, le Barça a gagné, bravo. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais comme je dis, c'est quel genre d'exigence que toi tu as? Moi, j'ai l'exigence que l'ailier, mais il doit être violent. Il doit être violent. Nacho doit rentrer chez lui, être traumatisé. Nacho ne doit pas dormir ce soir. Il doit voir des Rafinha. Il doit avoir des Rafinha. Mais ce n'est pas forcément ça qui se passe en tant que tel. Le boy fait un très bon match. Il est très disponible, il est combatif, il est volontaire. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Mais en termes de dribble, je dis bien de danger, ou même des fois, il est un tout petit peu, j'ai envie de dire, brouillon. Un tout petit peu brouillon dans son football. Tu t'attends à ce qu'il soit un peu moins brouillon, c'est dommage. Mais pour moi, Rafinha, aujourd'hui, il s'en sort. Dans un Classico, franchement, il est peut-être un des meilleurs joueurs du Barça. Et ça, c'est tout à son honneur, il faut le saluer. Mais je m'attends quand même à beaucoup plus de sa part. Ferran Torres, mon ami, est rentré en cours de match. Il a été dangereux automatiquement quand il est rentré. 2 occasions, je dis bien, si je ne me trompe pas. C'est dommage, Lewandowski rate sa passe sur une contre-attaque. Si elle arrive, peut-être que Ferran marque ce but-là.
Donc pour moi, Ferran, franchement, je l'ai vu aujourd'hui, je lui enlève momentanément cette étiquette de tocard parce qu'il m'a quand même rassuré durant ces 5 minutes-là et ça m'a fait plaisir aussi de le voir jouer au football, quoi. Franchement, tu es là à la télé, tu vois un boy et le voir en réalité, ça m'a fait plaisir. Mais même, je l'avais vu l'année passée lors du Classico, il avait marqué un doublé. Tu vois, Ferran ne respecte que moi. Il ne respecte que moi. Dès que j'arrive, il me respecte. D'ailleurs, en passant, on va être très très sérieux. Désolé pour les fans du Real, je pense que je ne vous porte pas la chance. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça fait 2 fois que je viens voir des classicos, ça fait 2 fois que le Barça il gagne. Franchement, c'est pas sérieux. Excellent match de la part de Frenkie de Jong au milieu de terrain, j'ai vraiment apprécié. De la même manière que j'ai apprécié le match de Luka Modric parce que malgré son âge, 175 ans, fils de Dumbledore, je trouve que Modric il a été très bon quand il fallait amener quelque chose sur les phases offensives puisqu'il était dans ce pressing très haut sur Sergio Busquets. Alors que en face de Camavinga très bon, Toni Kroos comme j'ai dit moyen, mais d'un autre côté j'ai envie de dire que mon boy Frenkie de Jong, je l'ai trouvé très très bon aujourd'hui, franchement excellent, toujours là pour couvrir Baldé. Et c'est ça aussi qui permet de créer le danger au niveau du Barça. Parce que tu te rends compte quand même qu'au niveau du Barça, quand Pedri n'est pas là au milieu de terrain, tu as un déficit énorme à la création. Je dis bien un déficit énorme à la création. Et donc du coup, tu es obligé de combler ce déficit-là par le travail des ailiers. Et au niveau des ailiers, tu n'en as que 1 sur 2. Donc tu es obligé de faire monter ton latéral. C'est Baldé. Baldé, quand il monte, il est dangereux. On l'a vu aujourd'hui plusieurs fois, comme tout au courant de la saison. Heureusement que tu n'avais pas un Jordi Alba sur le côté. D'un autre côté, Frenkie de Jong a ce rôle-là de permettre à Baldé de pousser et de diminuer aussi les courses de Baldé. Parce que qu'on le veuille ou non, Araujo monte de temps en temps, mais il a quand même un Rafinha qui est devant lui, un Rafinha qui a un rôle offensif et un Rafinha qui a des courses, je dis bien, pour arriver dans la surface adverse beaucoup plus courte. Baldé doit quitter de beaucoup plus loin. Donc il a besoin de soutien et ce soutien-là, c'est Frenkie de Jong qui aujourd'hui, franchement, sait gérer. Plusieurs fois, je l'ai vu, même sur les corners, tout le monde monte et Frenkie, il est derrière, il gère sans problème. Sa qualité de passe fait la différence. Il est capable de lancer ses coéquipiers. Donc du coup, tu as une équipe du Barça qui, à mon humble avis, je le dis aujourd'hui et je pense que je ne suis pas chez moi, je suis dans un hôtel à Barcelone, donc mon environnement est un peu chamboulé et tout. Peut-être vous allez le voir dans le débrief, mais il y a quelque chose qui me manque, c'est la pancarte Play Like a Champion. Pour moi, le Barça, ils ont joué comme des champions. Ils n'ont pas fait le meilleur match, mais il fallait le gagner ce match-là et ils l'ont gagné. Le Real, s'ils avaient activé leur mode Ligue des Champions, s'ils avaient eu, je dis bien, un tout petit peu plus de chance, si Asensio n'avait pas été hors jeu, peut-être qu'ils auraient gagné ce match-là. C'est pour ça que je dis que ce match-là, à mon humble avis, il aurait pu partir des 2 côtés, mais à la fin, c'est le leader qui a gagné et le leader prend 12 points d'avance. Franchement, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en ce moment, le Barça peut se permettre de faire 12 matchs nuls, ils sont champions. Non, le football, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est pour dire qu'ils peuvent se permettre de faire 1 erreur, 2 erreurs, même 3 erreurs, je dis bien, et ils vont quand même être devant. Donc, le coussin est assez favorable. La balle est dans le camp du Barça. La Liga est à eux. S'ils la perdent, ce sera grave. Dans le match entre les deux Nueve, entre Lewandowski et Karim Benzema. Lewandowski a 15 buts en championnat, Benzema en a 11, 4 buts de différence pour le Pichichi. Aujourd'hui, aucun des deux n'a marqué. Pendant quand même, j'aimerais saluer Robert Lewandowski. Pourquoi je veux saluer Robert Lewandowski? Parce que Lewandowski, on l'a beaucoup critiqué cette année. Dans les grands matchs, il est peu là. Aujourd'hui, Lewandowski, en première mi-temps, je ne le vois pas énormément, mis à part les actions en début de rencontre, tout ça, je suis d'accord. Mais je ne le vois pas énormément. Mais en deuxième mi-temps, je trouve que Lewandowski, il se lâche, il combine beaucoup plus avec ses coéquipiers. Je le vois dézonner, je le vois redescendre, je le vois aller à gauche, je le vois aller à droite, je l'ai vu, je dis bien, franchement, je l'ai vu au service du collectif, un attaquant moins dans la profondeur et j'ai même trouvé que Lewandowski, sur certaines occasions, on dirait qu'il faisait du Benzema. C'est-à-dire que tu sais que tu n'as plus la vitesse qu'il faut, donc du coup, comme tu n'as pas la vitesse, tu préfères redescendre, combiner avec tes coéquipiers, remonter, attendre, je dis bien, un ballon qui va tomber au bon moment, au bon endroit et tu seras là pour essayer de claquer ton but. C'est ce que fait Karim Benzema le plus souvent dans ses combinaisons. Il redescend, il combine avec Vinicius, il fait le tour, il va les retrouver là-bas. C'est ce qu'a essayé de faire Lewandowski aujourd'hui et à mon humble avis, franchement, il l'a bien fait en deuxième mi-temps. Un Lewandowski pertinent. À un moment donné, il a été lancé en profondeur, il s'est fait rattraper par Rudiger comme du n'importe quoi. C'est là où tu vois aussi qu'il n'a plus la puissance et la vitesse qu'il avait dans le temps. Donc il va falloir qu'il modifie son système de jeu dans les années à venir. Il va falloir qu'il soit un peu plus intelligent dans les années à venir. Il va falloir je pense qu'il devienne un tout petit peu comme Karim Benzema, c'est-à-dire ce faux neuf-là qui est au service du collectif, mais qui sera là au bon moment, à point nommé, pour claquer le but. En tout cas, dans les grands matchs cette saison, on ne l'a pas grandement vu, mais aujourd'hui quand même, le Robert Lewandowski, à mon humble avis,
On l'a vu. J'ose pas finir le débrief sans parler du lieutenant Franck Kessié. Il a été excellent. Il a été excellent. Dès qu'il est rentré, il a été pertinent. Lui, dès qu'il est rentré, il a mis l'intensité qu'il faut. Il a commencé, je dis bien, à bouger, à essayer de casser des lignes. En plus de ça, il est très bien positionné. Ce centre-là à ras de terre qu'il attend au deuxième poteau, là où il est tout seul, il est là pour faire son tap-in. C'est magnifique. Un Franck Kessié qui a amené l'intensité que Xavi voulait, mais au-delà de cela, qui a ramené la projection que Xavi voulait. Parce que quand Xavi fait rentrer Franck Kessié, son seul but, c'est de lui dire projette-toi, projette-toi, projette-toi. Il y a peut-être un surnombre qui va arriver. Il y a peut-être un surnombre qui va se créer et tu pourras, je dis bien, réussir à faire la différence. Et c'est ce qu'il a fait. Franchement, bravo à lui. Je dis bravo tout simplement parce que Franck Kessié, depuis le début de la saison, il est décrié. Franck Kessié a-t-il le niveau? Il n'a pas le niveau du Barça, tout ça. Comme si le gars, c'est un tocard. Comme si le gars est venu, je dis bien, je ne sais pas, du village, il est arrivé comme ça. Le gars est champion en Serie A, il a fait 5 ans au Milan AC, il a prouvé assez, je dis bien, dans sa carrière. C'est un international ivoirien. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir à la Coupe d'Afrique, même si les éléphants ont été éliminés quand même, je pense en quart ou un truc comme ça, si je me rappelle bien. Kessié avait fait sa CAN. Il était vraiment intéressant. Donc, Franck Kessié, quand il est arrivé au Barça, je l'avais dit en début de saison, pour moi, il allait être, je dis bien, un joueur qui allait amener de la combativité, de la hargne et aussi un tout petit peu de finesse au Barça. Parce que le boy, au-delà de la combativité, de la hargne, il a de la finesse dans son jeu. Et aujourd'hui, il est en train de, ces derniers temps en tout cas, de se prouver. Je trouve que sa deuxième partie de saison est beaucoup mieux que sa première partie de saison. Peut-être que l'acclimatation a été compliquée. C'est un joueur aussi, si je ne me trompe pas, qui ne parle pas espagnol. Je pense qu'il parle italien et français. Parce que j'ai eu l'occasion, comme je suis à Barcelone, j'ai allumé Barça TV, j'ai vu qu'il est en train de parler en français là-bas. J'ai dit, bon, je sens que lui, son espagnol n'est pas très clair. Donc peut-être que l'acclimatation a été un tout petit peu difficile. Cependant, moi, je pense que Kessié, sincèrement, si c'est pas en place, peut-être titulaire dans un Barça avec Pedri, Gavi, tout ça, c'est difficile. Mais en sortie de banc, il peut t'apporter énormément. Et le calendrier est surchargé. Si tu veux être compétitif dans la Coupe du Roi, la Liga et la Champions League, tu as besoin de joueurs comme ça sur ton banc. Des joueurs qui sont appelés en équipe nationale, des joueurs qui sont performants, des joueurs qui sont compétitifs. Donc franchement, bravo à Franck Kessié. Très beau but de sa part dans un classico, il s'en rappellera à jamais. Mes félicitations. Si je regarde au milieu de terrain, je me dis, le maillon faible, normalement, c'est Sergio Busquets. Mais bizarrement, dans les grands matchs, c'est le maillon fort. Sergio Busquets, aujourd'hui, dans un classico, là où tu t'attends à ce qu'il tombe dans la pression et tout, il a encore une fois montré que lui, en tout cas, il n'attend que ce genre de match-là pour venir nous dire qu'il n'est pas encore cramé. Aujourd'hui, Sergio Busquets, au milieu de terrain, je l'ai trouvé bon parce qu'il avait quand même le pressing de Modric sur lui, un pressing de Karim Benzema aussi de temps en temps, mais il réussissait à s'en sortir et à distiller de bons ballons. Donc du coup, tu as un Barça qui, à mon humble avis, globalement parlant, a été plutôt équilibré avec l'absence de Pedri et tout. Je trouve qu'ils ont réussi quand même de temps en temps à trouver les circuits de passe pour essayer de se créer les occasions dangereuses. Au niveau du Real, la seule chose que j'ai à dire, c'est de dire que Florentino Pérez, faut sortir de l'argent. Faut sortir de l'argent. Les gars sont très forts, il n'y a pas de problème, mais il faut sortir de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir les joueurs peut-être qu'il faut sur le banc, fait de telle sorte que Ancelotti fait des choses que tu ne comprends pas. Le changement de Ancelotti, Nacho, Toni Kroos pour Ferland Mendy et Rodrigo, c'est un changement que je ne comprends pas. Personne ne le comprend sur le terrain. Karim Benzema regarde Rodrigo, il lui dit va sur le côté droit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Rodrigo lui dit non, le coach a dit je vais jouer là-bas à côté de Vinicius. Il ne comprend pas. Modric, on lui dit va à droite, il ne comprend pas. Donc du coup, tu as un Carvajal qui est esselé sur le côté droit. Finalement, je ne suis pas étonné. Je dis bien, je ne suis pas étonné quand Valverde reglisse, je dis bien, dans l'axe avec l'entrée de Tchouaméni. Je ne suis pas étonné finalement que le Barça, en fin de match, 2 des 3 occasions les plus dangereuses soient venues du côté de Dani Carvajal. Parce qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se crée au niveau du Real. Ce déséquilibre-là, on le voit durant tout le match. Cependant, ils ont tellement l'habitude de nous faire des matchs de bandits qu'on oublie ce déséquilibre-là. Mais il est trop criant. Il est beaucoup trop criant. Le Real a besoin de latéraux. Le Real a besoin d'un Reece James. Aujourd'hui, c'est pas normal. Tu vois, Baldé, il attaque Carvajal. Baldé, il tente. Mais au niveau du Real, c'est rare. Donc tu vas voir Benzema va dézonner, il redescend. C'est-à-dire que Benzema, quand il redescend, mais il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui prenne la ligne, je dis bien. Donc Benzema, il redescend, il va aller à droite, il va voir personne, il va revenir, je dis bien, pour aller à gauche. Tu as un jeu qui est beaucoup trop, je dis bien, penché sur le côté gauche au niveau du Real. Maintenant, en Ligue des Champions, comme on dit, ça marche. On va voir ce que ça va donner face à Chelsea. Cependant, je m'attends à ce que Florentino Pérez, franchement, il sorte de l'argent et qu'il change, je dis bien, cet effectif-là. Le Real a besoin de 2 latéraux et le Real a besoin d'un ailier droit. Au milieu de terrain, peut-être qu'ils peuvent se débrouiller et tout encore une année parce qu'ils ont besoin de beaucoup de joueurs. Hein. Ils ont besoin de beaucoup de joueurs. Ils ont besoin, à mon humble avis, de 3 joueurs. Ils ont besoin d'un top ailier droit, d'un top latéral gauche et d'un top latéral droit. Après, au milieu de terrain, tu peux te débrouiller avec Toni Kroos, Modric, Camavinga, je ne sais pas, Tchouaméni, Ceballos pendant encore quelques années si tu n'as pas forcément les moyens d'aller sur le mercato des transferts. Mais sinon, c'est 4 joueurs, je dis bien, je pense, de gros calibre qu'il faut au Real. C'est incroyable, franchement. Sur le banc, tu regardes les options, comme d'habitude, ils sont là, ils sont là, ils sont juste là. Ils
Ils sont juste là. Ils sont posés, ils sont là. Tu ne les comprends pas. Des statues et des momies. Des hasards. C'est pas sérieux. Donc bref, un très bon classico entre deux très belles équipes. Franchement, moi j'ai apprécié l'expérience, j'ai apprécié le match, je me suis fait plaisir. J'ai aimé le match l'année passée à Santiago Bernabéu où le Barça gagne 4-0. Aujourd'hui, j'ai aimé le match aussi, le Barça gagne encore 2-1. Franchement, fan du Real, je suis désolé. Je suis désolé, sincèrement, je suis désolé. C'est pas de ma faute. Hein. Vous allez dire que c'est de ma faute alors que c'est pas de ma faute. Moi, j'ai rien fait. Mais à chaque fois que je viens, le Barça, il gagne, tu vois. Donc du coup, fan du Barça, si vous voulez payer le prochain billet d'avion et puis tout ce qu'il faut, tu vois, si au cas où je suis pas réinvité et que vous voulez m'offrir, je dis bien, un ticket pour le Classico, je suis partant. Bref, blague à part, franchement, j'ai assisté à un très bon match de football. Un match de football déterminant, je dis bien, pour le titre. Et à mon humble avis, voilà, le Barça a réussi à jouer comme des champions, même si la pancarte n'est pas là pour gagner cette rencontre. Maintenant, place au Real en Ligue des Champions pour essayer de conserver son titre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.